Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de la nouvelle édition Junior ESSEC Podcast. Je suis votre hôte, Mokrani Khalil, et aujourd'hui, on va discuter avec Monsieur Rémi Trudel, ancien ministre des Relations avec les citoyens et de l'immigration du Québec, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Merci d'avoir accepté cette invitation, monsieur. C'est un plaisir quand on se joint à des organismes dynamiques, jeunes, c'est qu'il y a beaucoup d'avenir. Tout le monde. Merci. Depuis 3 décennies, une nouvelle tendance dans les pays occidentaux, dans la manière de définir les politiques publiques. En effet, elles sont œuvre d'une multiplicité d'acteurs sociaux issus de secteurs publics, privés et de la société civile, qui, de ce fait, donnent à ces politiques publiques un regain de légitimité, valorisant une citoyenneté active et une meilleure gouvernance. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont peu de foi dans l'État. Selon vous, monsieur, qu'est-ce qui doit changer dans nos institutions pour rétablir la confiance? Votre question a une portée immense et elle me rappelle tellement de l'avoir posée moi-même, cette question, à mon premier ministre, en lui disant comment peut-on expliquer que les jeunes ne s'intéressent pas aux politiques? Et la réponse a été courte et implacable. Si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Ah, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Alors, oui, les gouvernements dans les États démocratiques déploient un certain nombre d'efforts, pour maintenant, non pas faire en sorte qu'ils consultent la population, c'est la population qui exige, les citoyens qui exigent d'être partie prenante dans la définition des politiques. Parce qu'on s'est bien aperçu, à l'aune de l'histoire, que lorsqu'il n'y a point de participation des citoyens, de la société civile, des organisations, les politiques, plus souvent qu'autrement, tombent à plat. Parce que les dirigeants pensent savoir ce que les citoyens pensent, mais les citoyens n'ont pas le droit de s'exprimer pour la définition des politiques publiques. À l'inverse, des politiques publiques qui trouvent racine dans un mouvement citoyen connaissent à la fois un succès et une durée dans le temps qui ne se dément pas, parce qu'elle a des racines profondes dans la population. Alors la question nous amène, que faut-il changer pour aller plus loin? Il faut inscrire, quant à moi, il faut inscrire la participation citoyenne, et là je fais une parenthèse, parce que vous en êtes à bâtir la Constitution et la réviser en Tunisie. Vous êtes en train de définir et de réviser, enfin de définir d'abord le Code des collectivités locales. Oui. Pour inscrire, il faut inscrire la participation citoyenne comme étant un devoir de l'État. C'est un devoir de l'État, la participation citoyenne. C'est pas un élément enjoliveur, là. C'est pas pour être dans le courant. Il faut que ce soit incrusté dans la politique. C'est comme ça qu'on va débuter un mouvement qui va faire en sorte que les jeunes vont finir par trouver la politique intéressante, pourvu qu'elle le soit. Pourvu qu'elle le soit. Et elle le sera intéressante dans la mesure où on aura d'abord cueilli les opinions, cueilli les parties prenantes, en quelque sorte, ce qu'ils en pensent, et surtout, il faudra que pour les dirigeants, on fasse sentir que les politiques adoptées tiennent compte de ce qui provient de la racine, qui provient des citoyens. Si on les consulte, les citoyens, on n'en tient pas compte, là, ça a un effet contraire. C'est une démobilisation, c'est un désintéressement, c'est le cynisme. Et ça, c'est le plus grave qui peut arriver dans nos pays démocratiques. Très bien, monsieur. Parlons de jeunes dans notre jeune démocratie qui vit une transition difficile vu les politiques économiques défaillantes. Je vous demande, monsieur, en tant qu'ancien ministre, dans votre démocratie stable et mature, comment renforcer et protéger les requêtes des citoyens pour qu'elles soient prises en compte par les gouvernants? Bon, d'abord, vous employez le terme « nous sommes dans une transition difficile ». Je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle. Parce que les transitions faciles, là, elles auraient été faites, elles auraient été réalisées si c'était facile. On connaît un peu,
pas à votre mesure. Un peu la même situation au Québec, les années 60 et 70. On a appelé ça la révolution tranquille. Mais c'est une révolution. On l'a fait sans bruit. Ici, vous l'avez dénominée la révolution pacifique, extraordinaire. Mais la révolution, là, elle exprime et elle contient, elle renferme une partie difficile, celui de la transition. Quand on passe d'un État à un autre État, c'est difficile. Bon, maintenant, comment faire en sorte, pour répondre à votre question extrêmement intéressante, faire en sorte que les jeunes vont s'être inscrits dans le mouvement de la révolution pacifique, hein, et comment ça va perdurer dans le temps pour faire en sorte que ça devienne les jeunes deviennent partie prenante. Eh bien, il faut que la participation citoyenne, elle s'incarne dans les institutions. Elle s'incarne dans les institutions. Ce qui fait vivre un pays, ce qui fait vivre une nation, ce qui fait vivre une collectivité, ce sont les institutions qui se composent des individus, des femmes et des hommes qui animent cette constitution ou ces organisations. Alors, il faut que les jeunes on leur réserve une place, et oui, formellement, dans les institutions. Par exemple, hein, il y a des moyens d'y arriver. Il faut qu'on protège à l'Assemblée nationale un certain nombre de sièges pour les jeunes. D'autres diront, mais oui, mais ils ne sont pas expérimentés. Justement, ils ne sont pas expérimentés, ce qui donne un regard, une fraîcheur, une naïveté, une envie d'aller beaucoup plus loin que quand on a 20, 30, 35, 40 ans d'expérience. Au Québec, on n'a pas un succès total, mais on a un bon succès avec cette idée-là. On a fait en sorte que tous les conseils d'administration, tous les comités de travail, tous les intervenants dans les groupes fassent en sorte qu'on fasse toujours une place à deux groupes en priorité, les femmes et les jeunes. Parce que négliger ces deux groupes-là, c'est de se négliger un apport extraordinaire. Les femmes composent au Québec 52% de la population, je ne sais trop, en Tunisie autour de 50%, et c'est un potentiel tout à fait ignoré. Et ça, là, hein, la révolution pacifique difficile, là, ben c'est difficile pour un certain nombre. Quand les hommes, les gars, sont habitués à détenir le pouvoir en exclusivité, ben ça fait des passages difficiles. Ah oui, on va reconnaître une place spécifique, on va même la garder, et au fur et à mesure, je conclurai là-dessus, que les institutions vont incarner ces places pour ces jeunes ou ces catégories de citoyens, bien, ça va faire en sorte que ce sont les citoyennes elles-mêmes qui vont dire, maintenant, on ne veut plus de protection, on est capable de s'organiser nous-mêmes avec notre énergie. Ce sont les institutions qui doivent incarner la nouvelle génération. De par votre expérience, monsieur, au Québec, quel mécanisme avez-vous mis en place qui ont permis la participation citoyenne à vos décisions? Je vais vous citer une seule décision qui porte encore. Les conseils municipaux ou les conseils locaux des collectivités locales. Hein? J'ai modifié le code municipal, ce qui va s'appeler ici le code des collectivités locales. Je l'ai modifié pour que chaque réunion du conseil municipal contiennent l'obligation d'avoir une période de questions orales pour les citoyens. C'est le seul niveau qui est obligé de vivre la démocratie directe. Dans la salle, le citoyen, le contribuable, le payeur, l'ouvrier, il peut interagir directement avec la personne qu'il a élue, pas tous les 4 ans, pas à chaque mandat, à toutes les réunions, à tous les mois. Alors, inscrit dans la loi la participation citoyenne comme étant l'obligation du dialogue. Je ne cite que cette mesure-là. Et il y a des élus, je vais vous le dire, là, qui trouvent ça très difficile. Hein? Parce que, assis à cette table, je dois répondre pendant 1 heure, 1h30 aux questions des citoyens. C'est la démocratie en mouvement. La démocratie en mouvement, c'est un autre passage difficile, mais c'est une obligation. Parlons des élus, parlons des collectivités locales, à la veille des élections municipales dans notre pays. Quelles sont vos suggestions et conseils à nos futurs élus locaux pour associer les citoyens à leurs décisions? Bon, alors, il y a plusieurs niveaux là, dans la réponse et évidemment dans la question. Le premier élément, c'est qu'il faut effectivement, et j'en ai des échos déjà, là, il faut inscrire dans le code des collectivités locales, formellement par l'État, il faut inscrire la question de
la participation citoyenne comme étant des formules, pas la, des formules qui proviennent des conseils municipaux ou des conseils des collectivités locales. Deuxième élément le conseil qu'on peut se donner, c'est que les élus qui seront donc à la table pour de représentation, il faut qu'il y ait aussi, dans le code municipal, le devoir de ce qu'on appelle la subsidiarité. Qu'est-ce que la subsidiarité? Il faut que l'État s'engage et que les élus municipaux s'engagent à continuellement réviser les pouvoirs qu'ils ont, les pouvoirs qu'elles n'ont pas, les pouvoirs qu'elles devraient avoir. Ça s'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire confier au bon endroit les bons pouvoirs pour une meilleure réalisation. Il faut que les élus municipaux animent continuellement le champ des responsabilités qu'ils occupent avec la population locale. Troisièmement, il faut aussi que les collectivités locales s'initient à ce qu'on appelle les budgets participatifs. Qu'est-ce que les budgets participatifs? Quand je fabrique le budget de la municipalité, il faut que je demande aux citoyens quelles sont leurs priorités. Pas juste leur demander pour les consulter. Il faut que j'ai un mécanisme qui fasse en sorte que ce qui est énoncé par les citoyens, ça se reflète dans le budget municipal. C'est long. On fait pas, à ce compte-là, on ne fait pas le budget en 10 jours. On fait le budget sur 3 mois, 4 mois, 5 mois. On parle aux citoyens. Vous voyez, j'ai failli m'échapper en disant on consulte les citoyens. On ne les consulte pas. Ils sont partis à la fabrication du budget. Et on est en bonne compagnie. À Paris, une partie du budget est fait comme cela. À Boston, à New York, Porto Alegre, en France, à Toulouse, dans bien des municipalités. Et ici, la société civile, avec le nombre d'associations qui la composent, autour de 20 000, c'est quelque chose, il y a là un terreau extrêmement fertile pour construire des budgets participatifs. Il y a à cet égard-là, vous autres qui êtes dans Junior ESSEC Entreprise, là, vous allez aller voir un site là, qui s'appelle le Laboratoire des budgets participatifs, qui est dirigé par un New-Yorkais qui s'appelle Jeff Lerner, qui nous explique comment ça marche, quelles sont les étapes. Et vous autres, là, jeunes, entreprises, ESSEC, Junior, en formation, bien, vous pouvez faire école en énonçant comment on peut faire en sorte d'avoir des budgets participatifs. Vous autres, vous l'énoncez, d'autres le feront. Merci énormément, Monsieur Rémi Trudel, pour votre intervention. C'était un honneur de vous avoir parmi nous dans cet épisode du Junior ESSEC Podcast. Plaisir.